Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jour 3, le dimanche 10 juillet 2022 pour les conclusions des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Cette année est consacrée au thème « Réussir les transformations du monde ». Et vous avez pu voir, soit en nous suivant sur latribune.fr, on a reçu une trentaine d'invités, dirigeantes et dirigeants au cours de ces 3 jours pour parler de la situation économique inédite dans laquelle nous sommes rentrés avec un retournement complet des anticipations d'inflation, une remontée des taux d'intérêt, une certaine inquiétude sur ce qu'on appelle le mot en R comme récession et aussi des espoirs parce qu'il y a énormément de défis d'avenir à relever. Et pour ce dernier jour, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Alors, nous sommes dans une belle région, ce n'est pas l'Île-de-France ici, c'est bien aussi. Et l'Île-de-France est aussi une belle région dont vous avez effectivement la charge depuis 6 mois de diriger la Chambre de commerce. Donc, j'ai envie de vous demander le bilan de ces 6 mois. Vous me disiez, vous ne les avez pas vus passer. C'est vrai qu'on a aujourd'hui question, c'est quel rôle joue une chambre de commerce dans une période où on a connu le Covid, il a fallu soutenir, aider notamment les PME, les commerces, avec la fermeture des économies et les confinements et toutes les problématiques logistiques qui étaient liées à cette crise. Et puis, depuis la guerre en Ukraine, nouvelles inquiétudes, de nouveaux problèmes qui se sont posés. Comment vous avez traversé cette transition, si je puis dire? Bonjour Philippe Mabille. À quoi sert la Chambre de commerce et d'industrie? Et principalement, à quoi sert la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, celle que, effectivement, j'ai l'honneur de présider depuis 6 mois. Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est d'abord un établissement public sous tutelle de l'État, du ministère de l'économie de Bercy. On forme 38 000 jeunes en formation initiale, dont 17 000 en apprentissage, et 30 000 personnes en formation continue. On y reviendra. On y reviendra. On accompagne la création, le développement, la transmission reprise des entreprises à travers de l'information. On accompagne ces TPE parce que 95% des entreprises en France sont des TPE, des PME. Faut surtout pas l'oublier. Et donc, on l'oublie pas, dans la tribune en particulier. Voilà, absolument. Et il faut pour cela un réseau qui est un réseau, et le réseau des chambres de commerce est le premier réseau de proximité d'accompagnement des TPE et des PME en France. Donc, accompagnement à la création, développement, transmission, et accompagnement également aux transformations, c'est la thématique de cette édition, transformation du monde, transformation des entreprises, transformation avec les mutations digitales, bien sûr, environnementales, et sur la responsabilité sociale des entreprises, où nous accompagnons à travers de l'information, à travers des formations, à travers des conseils spécialisés qui sont pris en charge sur notre budget, qui sont pris en charge parfois également avec de la prestation que nous apportons tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis la particularité donc de la Chambre de commerce, c'était également d'avoir un pôle congrès et salons, avec Viparis par exemple, les infrastructures pour lesquelles nous accompagnons à travers ces infrastructures et à travers surtout notre organisation, le Comexposium, qui est un organisateur de salons, 3e opérateur mondial, qui permet aux entreprises de pouvoir présenter leurs produits et leurs services dans les salons. Donc ça booste les ventes, parce que dans une entreprise, ce qu'il faut, c'est effectivement faire du chiffre d'affaires et de la marge. Je reprends ma question du début aussi sur la conjoncture. Est-ce que vous sentez ou pas un début de refroidissement, en tout cas des craintes, des anticipations sur fin 2022-2023 ? Beaucoup de patrons qu'on a reçus nous disent quand même, on a rarement connu un tel degré d'incertitude, on ne sait même pas si l'inflation sera de 5 ou de 10%, et combien seront les taux d'intérêt et la conséquence que ça aura, le risque d'une rentrée sociale assez chaude aussi, avec des mesures gouvernementales attendues sur les retraites. C'est vrai qu'il y a une tension et surtout une grande incertitude. Mais si on reprend ces 5 dernières années, avant que je présidais la CCI de Paris, où je peux vous dire qu'on est passé par la pandémie, on y est encore un peu d'ailleurs, mais on est passé par les attentats, on est passé par les manifestations avec les gilets jaunes, on est passé également avec les grèves de transport, on est arrivé ensuite avec la pandémie. Donc nous sommes depuis plusieurs années dans cette forme d'incertitude. C'est quand même la vie des chefs d'entreprise.
on est ici, on parle d'économie, mais l'économie, c'est fait par des chefs d'entreprise également. Et donc, en permanence, les chefs d'entreprise, les TPE, les PME que nous accompagnons, que nous sommes, puisque dans les chambres de commerce, nous sommes avant tout des dirigeants et des chefs d'entreprise. Eh bien, on se rend compte là que cette incertitude, ces dernières années, est montée, redescendue, parce que c'est les montagnes russes en permanence. Et c'est pas un jeu de mots, pardon. Mais cette incertitude, elle est là. Des choses paradoxales. Il n'y a pas longtemps, on était en train de se dire il y a un problème de chômage. Le chômage a baissé. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Ça a été redit par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, tout à l'heure. Et puis, cette difficulté également de position par rapport à la géopolitique qui fait qu'il y a un certain attentisme. Et donc, vous ressentez de l'attentisme, pas encore des gens qui vous disent qu'est-ce qui se passe si on est resté sur... Bon, les congrès, les salons... Les congrès et salons... Aujourd'hui, ils sont très bien repartis, l'événementiel. On le voit ici, par exemple, Rencontre d'Aix. Absolument. Est-ce qu'il pourrait y avoir un début de retournement ou pas? En tout cas, depuis, je dirais, le dernier trimestre 2021, c'est reparti. Certes, la population, les touristes d'affaires asiatiques, eux, sont parvenus. C'est bloqué, nous le savons tous. C'est le zéro Covid. Exactement. Aux États-Unis, ça revient. En Europe, ça fonctionne. Les salons de proximité et également les salons, je dirais, grand public fonctionnent très très bien. Il va y avoir le mondial de l'auto. Il va y avoir le mondial de l'auto. Après une longue absence. Est-ce qu'il va connaître le grand succès qu'on lui connaissait auparavant? Ce qu'on voit. C'est un secteur, en plus automobile et mobilité, qui est un peu aussi en... Oui, mais ce qu'on voit sur les salons, c'est que, les gens ont envie de ressortir, ont envie de se revoir. Ça, et on se rencontrer. Voilà. Et de se rencontrer. Ensuite, ce qu'on voit avec les salons, c'est que, comme je vous le disais, c'est surtout du marché intérieur, donc en Europe, certes, où on a cette relance qui est faite, mais par plus du local. Vous disiez que vous étiez sous la tutelle de Bercy. Oui. Il y a dans le financement des chambres de commerce un débat qui a eu lieu sur réduire son empreinte, j'allais dire, entre guillemets, fiscale sur les entreprises, notamment qui la financent. Il y a eu des réformes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrivait au terme de cette période où on mettait une pression budgétaire très très forte, notamment sur la chambre de commerce que vous présidez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre budget est stabilisé ou, comme l'a dit Bruno Le Maire, c'est un peu la fin de l'argent facile, donc ça va être plus dur encore dans les années qui viennent? Je pense qu'il n'y a pas d'argent facile pour les chambres de commerce et d'industrie de France. Ça a été une période... Pas depuis longtemps. Ça a été une période difficile pour l'ensemble du réseau des chambres de commerce et du réseau consulaire. Très sincèrement, et en écouter les messages du gouvernement à l'intention et à l'égard du réseau des chambres de commerce, je viens de vous le rappeler, toutes ces années, et pendant la pandémie, le gouvernement a missionné en première ligne les chambres de commerce pour apporter cette information, être au plus près dans les territoires, ancrés dans les territoires, auprès des commerces, des TPE, des PME, pour remonter cette information, faire passer les messages, accompagner dans la transformation digitale, parce que bon nombre de TPE, de PME n'avaient pas la possibilité de pouvoir vendre, quand c'était possible, en click and collect. C'est ce que nous avons fait, d'accompagner les entreprises également. Si je reprends pendant les manifestations des Gilets jaunes, où nous étions sur le terrain et pas après, le dimanche matin, à la rencontre des commerçants qui avaient vu leur vitrine dégradée, pour pouvoir les accompagner dans les démarches pour des prises en compte et des prises en charge par les assurances. Ne touchez pas le bas de... D'accord. Merci. Donc budgétairement, vous êtes dans des eaux calmes? Budgétairement, nous avons été dans une période extrêmement difficile pour le réseau des chambres. Si je vous parle de l'Île-de-France, ça a été 1000 départs en quelques années. Nous avons réussi à faire face, nous nous sommes réorganisés, parce que nous sommes ici aujourd'hui sur la transformation du monde. Eh bien, la transformation des chambres de commerce, elle a commencé, celle de Paris-Île-de-France, je peux vous garantir qu'elle a déjà commencé. Mais quand on voit l'action que nous menons, que ce soit avec nos écoles, que ce soit avec les transformations et les mutations, que ce soit avec la digitalisation des événements, puisqu'on parlait des congrès et des salons. La Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, elle se transforme depuis 2 siècles. Nous avons créé des écoles que les autres ne faisaient pas pour former les femmes et les hommes dont les entreprises ont besoin. Nous continuons à le faire.
Vous garderez votre siège du 8e arrondissement ou vous voulez avoir être peut-être plus au cœur de l'Île-de-France comme Nous avons la possibilité d'être au cœur de Paris. Pourquoi? Parce que nous avons récupéré des locaux que nous avions pour partie, mais nous avons récupéré la pleine propriété des locaux, puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avons cédé la bourse de commerce pour en faire un magnifique musée. Un magnifique musée pour le bien des Parisiens, des Franciliens, des Français et des touristes également. Donc bravo, c'est véritablement... La bourse de commerce, oui, mais le siège historique, non. Alors le siège historique, c'est très simple. Il y a une étude actuellement pour en faire, c'est dans la presse, donc il n'y a pas de problème, pour céder un bail amphithéotique, parce que nous avons l'intention de pouvoir nous retrouver au cœur de Paris, de l'autre côté, je dirais au centre de Paris, derrière la République. C'est un quartier où nous n'avons pas l'habitude d'être en tant que siège dans ces institutions. Nous avons décidé, avec la mandature que nous allions également installer notre siège là-bas. Il faut être au XXIe siècle et nous sommes déjà au XXIe siècle. Donc un déménagement qui aurait lieu? Alors il y a des travaux à réaliser, donc qui auraient lieu normalement fin 2024, fin 2025. Fin 2024-2025, vous passez du 8e à la République. Normalement, c'est ce qui est prévu. Quelques questions sur, vous l'avez cité, Bruno Le Maire a dit, dans les inquiétudes, bon, il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt qui peuvent venir étrangler, notamment les entreprises qui sont aujourd'hui parfois dans une situation financière difficile. Ça, c'est l'urgence. Mais il y a le long terme. Et il disait, et ce que tout le monde dit un peu effectivement au cours de ces rencontres, c'est attention à ne pas sacrifier, avec ce contexte, la crise en Ukraine également, le court terme au long terme. Le principal long terme, et vous l'avez cité, c'est la formation des jeunes. Vous êtes un acteur important, pas seulement par les 3 grandes écoles, HEC, ESSEC et ESCP, qui forment notamment des élites, certainement tous les enfants des gens qui sont ici, mais pas que. Il faut ouvrir ces écoles. Donc qu'est-ce que vous prenez comme initiative pour ouvrir à la fois les écoles de l'élite, et puis parlez-nous un petit peu de ce que vous faites pour toutes les autres écoles, notamment professionnalisantes, Ferrandi ou autres, qui permettent d'aujourd'hui de préparer les enfants, des jeunes, au métier de demain. Vous avez raison, et je vous ai parlé des plus de 17 000 jeunes en apprentissage que nous accompagnons dans nos écoles. Dans ces 17 000, il y a 20% de ces 17 000 jeunes qui viennent des quartiers qu'on dit QPV, c'est-à-dire les quartiers politiques de la ville. Donc nous sommes complètement ancrés dans l'inclusion également, sur la formation. Nous accompagnons également, et j'ai nommé un délégué en charge de l'inclusion par l'activité économique, parce qu'il faut aller chercher, et surtout en ce moment, il faut recruter autrement, il faut être ouvert sur les différentes populations qui sont autour de nous, que jusqu'à présent, certaines entreprises ne recrutaient pas spécifiquement. Y compris dans les 3 grandes écoles de commerce? Y compris dans les 3 grandes écoles de commerce, absolument, puisque c'est de l'apprentissage, et il y en a... L'ESSEC a été la première grande école de commerce en 1993 en France à mettre en place des programmes d'apprentissage. La première en France, l'ESSEC. Donc vous voyez... vous dites ça, et vous êtes un HEC, donc vous dites ça... J'ai fait un programme HEC, mais certes, mais vous savez, moi je suis le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, qui a plusieurs écoles. Et dans ces écoles, on va retrouver... Alors, dans l'art de vivre, il y a également cette grande gastronomie française, avec l'école Ferrandi, qui est un bijou, effectivement, où là, il y a de l'apprentissage, il y a des formations. On ouvre également des campus ailleurs. On vient de le faire à la Cité de la gastronomie de Dijon, par exemple, récemment. Nous avons également des écoles, parce que c'est un métier extrêmement en tension, des métiers extrêmement en tension. Nous venons d'ouvrir depuis 2 ans une nouvelle école qui s'appelle l'Essier IT, totalement dédiée à la digitalisation, mais également à la cybersécurité. C'est votre école 42 à vous? C'est pas notre école 42 à nous, parce que nous avons bien sûr des programmes qui sont diplômants. Nous avons également des programmes qui sont structurés Bac+3, Bac+5 également. Mais nous avons également des formations courtes, notamment avec la Coding Factory, qui est un des programmes pour pouvoir apporter également des solutions pour les entreprises et former des jeunes et des moins jeunes qui peuvent demain très rapidement rentrer sur le marché du travail. Bien, Dominique Restineau, merci d'être venu sur le plateau de la Tribune pour ces quelques minutes. On en sait plus sur ce que fait et ce que va faire sous votre mandat la Chambre. Si je peux me permettre, un dernier mot à vous. Il y a un enjeu sur le long terme, c'est la cession reprise d'entreprise. C'est l'enjeu
qui va faire que la France sera toujours debout, et notamment par rapport à cette réindustrialisation voulue par tous. Il y a les entreprises qui sont là. C'est comme les clients. On va tout le temps chercher des clients. Il faut aussi s'occuper des clients que nous avons, puisque les entreprises, les TPE et les PME sont nos clients, et on est là pour ça, pour les servir. Ça sert à ça une chambre de commerce. Merci beaucoup de leur avoir rappelé. En tout cas, merci Dominique Restino. Merci beaucoup. Merci.